Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, lundi de Pentecôte. On travaille bien entendu pour ces débats législatifs. Vous allez voter le week-end prochain et le week-end d'après dans une circonscription importante de Haute-Savoie. Je me retourne devant le mur digital de 8 Mont-Blanc pour découvrir cette circo, c'est l'ouest effectivement de la Haute-Savoie, 4e circonscription Annemasse, Frangy, Saint-Julien en Genevois et Seyssel, une région très dynamique avec de plus en plus d'habitants. C'est d'ailleurs un des grands challenges de cette circonscription. La députée sortante, elle est sur ce plateau, elle s'appelle Virginie Duby-Muller. La population me semble quand même un petit peu élevée, 180 000. Voilà, 150 000, mais ça tombe bien, on a des erreurs dans tous les calculs, donc ça tombe très bien. Bon, il y a beaucoup de monde qui vit là. C'est parfait. Je vais vous présenter donc nos 4, et on est très heureux d'avoir 4 femmes sur ce plateau. Merci à vous 4. Tout d'abord, la liste de tous celles et ceux pour qui vous allez pouvoir voter les 11 et 18 juin prochains. Regardez bien, on est désolé, on aurait vraiment aimé avoir l'ensemble des candidats. Vous l'avez bien vu sur ce plateau, il n'y a que 4 places. On a fait un choix un peu arbitraire, on le dit clairement. Mais voilà, il y a 4 personnes sur ce plateau et ce sont des femmes et ça tombe bien. Je vous les présente avec les premières questions que nous avons, non pas tirées, en tout cas l'ordre du jour, au sort. Tout d'abord, première question à vous, Laura Devin, candidate dans cette 4e circonscription. Il y a un coup à jouer pour En Marche. On sent bien que depuis quelques jours, les affaires politiques commencent un peu à se réveiller. La presse n'en parle pas trop. Sur le terrain, vous êtes à l'aise dans ce climat assez compliqué ? Alors, personnellement, j'aurais démissionné si j'étais à la place de M. Ferrand. Pour ma part, le Premier ministre a été très clair sur le sujet. Toute ouverture de mise en examen provoquera la démission des membres du gouvernement. C'est quand même une ouverture, pas n'importe quoi, c'est quand même une procédure d'information. On n'est pas encore dans la mise en examen. Il aurait pu s'en passer, non ? Oui, il aurait pu tout à fait s'en passer. C'est une pratique légale qui s'est faite à l'époque et aujourd'hui qui porte ses conséquences aujourd'hui. Virginie Duby-Muller, merci d'être avec nous. Vous êtes la députée sortante. Bon, il est clair que là, à droite, ça a été compliqué, cette campagne aussi très marquée par les affaires. Comment vous sortez de cette période un peu compliquée où les baronnies sont en train de s'effondrer, on le voit bien ? Écoutez, moi je reste fidèle à mes convictions, à ma ligne politique et tout le travail qui a été fait avec un bilan assez conséquent pour la circonscription, pour nos concitoyens que je valorise. Et aujourd'hui, c'est ce qui intéresse les gens, du concret, sur la mobilité, sur la spécificité frontalière des territoires, sur ce que j'ai fait également pour les agriculteurs avec la défense de Swissness. Donc moi, je mets en avant mon bilan, mes convictions et c'est ce qui intéresse nos concitoyens. Ils veulent des choses concrètes et des réponses concrètes à leurs problèmes actuels. Anne Favrel, vous êtes avec nous pour le Parti socialiste. C'est vrai, c'est aussi une partie de la Haute-Savoie qui parfois vote au centre ou à gauche. Il y a eu des vraies personnalités emblématiques, notamment à Annemasse, élues au passé et également aujourd'hui. Mais bon, de là à être élu, vous êtes quand même encore la challenger. Dans la mesure où je ne suis pas la députée en poste actuellement, je suis bien évidemment la challenger comme les 3 autres personnes qui sont là, je crois. Est-ce que vous avez vos chances ? Mais tout le monde a ses chances et c'est les citoyens qui décident jusqu'à présent. Ouais. Donc ce n'est pas à nous de statuer, c'est à nous de leur présenter les meilleures idées et ils vont décider en conscience de ce qu'ils veulent faire. Donc je pense que c'est les respecter que d'estimer que c'est eux qui vont décider. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler. 4e candidate, Annie Ansem, du Parti communiste français et Front de gauche. C'est vrai qu'on est un peu étonné de ce Jean-Luc Mélenchon qui est assez particulier, qui a un peu explosé la gauche. C'est vrai que le Parti communiste s'est retrouvé un peu en marge de cette France insoumise. Il vous reste quoi ? Une peau de chagrin qui vous a laissé, Jean-Luc Mélenchon ? Non, pas du tout. Le Parti communiste est très implanté dans la population, évidemment moins en Savoie, mais c'est dans la banlieue parisienne. On a des scores bons. Il a réussi à incarner une dynamique. Nous l'avons soutenu dans la mesure où il pouvait incarner un espoir nouveau. Et nous avons ainsi montré l'exemple en disant à tout le monde, y compris de l'aile gauche du PS à plus loin, on aurait aimé qu'il y ait une candidature unique qui porte ce flambeau. Et donc on avait montré l'exemple en disant, puisque nous n'arrivons pas à créer un programme qui puisse fédérer tout le monde, soutenons Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on a fait et nous ne regrettons pas notre choix. Vous ne regrettez pas. Très bien. Absolument. Alors, on va parler des enjeux de cette circonscription importante. Il y a eu en plus ce week-end aussi des résultats en Suisse qui ont été très très commentés
Dans l'après, je me retourne vers vous, forcément. Donc ce succès d'un candidat En Marche en Suisse, ça vous inspire quoi? Alors ça m'inspire beaucoup de dynamisme. Je pense que ce dynamisme qui est porté par la confiance qu'on accorde au président Macron sur ses premiers pas en tant que président de la République. Ça ne va pas faire pchit à un moment? Moi, je ne le crois pas. Ce qu'on remarque dans les comités citoyens qui sont engagés depuis plus d'1 an à l'élaboration du programme présidentiel, c'est toujours la même dynamique, avec beaucoup de gens qui nous rejoignent aujourd'hui, qui sont très étonnés et très curieux de cette démarche participative dont on a très peu parlé pour ce programme. Et pour moi, cette dynamique n'est absolument pas prête de s'arrêter. Le citoyen, c'est ce qu'il attend de nous élus, c'est de pouvoir participer, de remonter les enjeux de terrain, et c'est ce que je propose dans mon engagement aujourd'hui en tant que députée. Vous êtes très nombreux à nous regarder, vous travaillez peut-être sur Genève. On le rappelle, la Suisse est le premier employeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je me retourne vers vous quatre. Quelle serait votre première mesure, si vous êtes élu député, l'une de vous quatre, en faveur de ces frontaliers, ceux qui vont travailler de l'autre côté de la frontière tous les jours? Qui veut commencer? Vous peut-être? Oui, alors ma première mesure, ce serait sur la mobilité, parce que une des choses qui sont les plus pénibles pour les frontaliers, c'est le déplacement. Et donc, je pense qu'il faut travailler d'urgence sur des méthodes de déplacement qui permettront à plus de gens de se déplacer en même temps. Donc, pour l'instant, il y a énormément de déplacements qui se font en voiture sur nos circonscriptions, 73% Une mesure, s'il vous plaît. Alors, la mesure, c'est de rendre, en fait, les transports en commun gratuits. D'accord. Ça serait une mesure que vous aimeriez pousser. Absolument. Vous la financez comment? Et c'est à l'échelle nationale, et ce serait financé dans le budget de la République, comme les autres lois peuvent le faire. Ok. Quelqu'un veut réagir à cette proposition? Virginie Bimiller? Effectivement, je pense que c'est une bonne proposition dans la mesure où il faut inciter nos concitoyens à prendre davantage les transports en commun. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont lancés. Le CEVA qui sera opérationnel en 2019, les BHNS, les tramways, le covoiturage, les P+R. Donc tout cela est sur les rails et sera opérationnel dès 2019. Il faudra que nos concitoyens changent leurs habitudes et c'est ainsi qu'effectivement nous pourrons désengorger les routes. Et vous financez ça comment? Moi je veux bien le transport gratuit, mais ça se finance comment ça? Alors effectivement, c'est compliqué. Dans certaines communes, il y a des dispositifs incitatifs. On peut introduire une carte orange comme dans la banlieue parisienne où les Enfin, entreprises pourraient aussi. Il y a une partie employeur importante, et salariés. Il y a de nombreux endroits en France où les transports sont actuellement gratuits. Par exemple, la ville de Compiègne, qui fait ça depuis presque 30 ans, je crois. Chamonix, qui a décidé de faire aussi les transports gratuits. Ce n'est pas du tout une impossibilité. Et il faut savoir que les transports en commun, dans la plupart des villes, sont financés seulement à hauteur de 20% par les usagers qui payent leur ticket. Tout le reste, c'est sur les budgets. Dans la partie mobilité de Haute-Savoie, cette idée, pourquoi pas, elle est intéressante comme d'autres. Mais on a plutôt parlé dans l'actu des derniers jours, plutôt de la question, est-ce que l'autoroute de contournement allait rester gratuite pour tous ceux qui vont travailler de l'autre côté de la frontière? Et on a bien compris que ce n'était pas évident à financer, le fait que le département de la Haute-Savoie garde ce périphérique qui est pour l'instant gratuit, mais qui, voilà, c'est pas donné, c'est pas cadeau. Comment vous répondez à ça? Ça faut sortir une négociation aussi avec la Suisse, puisque les entreprises suisses pourraient aussi contribuer dans la mesure où ils versent déjà... C'est pas trop la tendance que l'on voit actuellement. Nous proposer, parce que finalement, c'est une autoroute de contournement qui dessert aussi Genève. Donc, il y aura un intérêt à ce qu'ils participent au financement de ces gratuités de péage sur la partie Annemasse. Quand on voit la réticence sur les P+R, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que l'on va faire payer les Suisses notre contournement que l'on garderait gratuit? Vous pensez réellement qu'on peut y arriver? On a déjà eu le problème sur la contribution spécifique. Dans les services publics, c'est bien l'État français qui finance pour des gens qui habitent sur France et Alors, qui ouvrons bénéficient. le débat. Il y a une vraie question aujourd'hui entre la Haute-Savoie et évidemment la Suisse, ce sont ces fameux fonds Genevois. C'est une chance, c'est une manne, on en fait quoi de ces fonds? Alors, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit précédemment. Le vrai projet que je porte en tant que candidate de la majorité auprès de mon gouvernement, c'est de créer une cellule ministérielle qui serait rattachée directement au Premier ministre afin de pouvoir traiter ces problématiques liées au transport, au logement et à la santé qui touchent particulièrement les régions frontalières. C'est ce que je souhaite porter. Et on a déjà rencontré... ça existe déjà. On a déjà rencontré les députés... Il y a un délégué interministériel qui existe déjà. Et il faut faire jouer cette cellule pour traiter avec l'État de Genève directement et pouvoir avoir un acteur identifié. Aujourd'hui, on a plusieurs strates qui interviennent sur notre territoire pour agir sur ces enjeux. Et je pense que d'avoir un interlocuteur direct, privilégié pour les États frontaliers... Ça existe déjà, semble-t-il, Virginie Bimiller. Oui, ça existe déjà. Il y a déjà quelqu'un au niveau du ministère des Affaires étrangères qui intervient pour se mobiliser sur les zones transfrontalières. L'idée, il faudrait un véritable secrétariat d'État aux zones transfrontalières
Parce qu'il y a plus de 200 000 frontaliers en France et il faut qu'ils soient identifiés et qu'on puisse porter un certain nombre de projets. Je vous fais répondre. Annie Ansem. Vous disiez une des premières mesures, c'est aussi que les gens qui habitent en France et qui ont un salaire français puissent vivre mieux de façon à ce que la vie familiale soit favorisée de manière plus adéquate. Donc par exemple, nous devons absolument classer la Haute-Savoie en zone de vie chère pour tous les fonctionnaires qui n'ont pas cet avantage ici. Et c'est une mesure très rapide à prendre qu'on pourrait faire. Et pourquoi ça n'a pas été pris auparavant? Ça semble assez partagé de vous quatre. Je me suis battue sur ce dossier. J'ai eu des réponses négatives du gouvernement qui m'avaient assuré le faire dans le cadre d'une refonte du statut des fonctionnaires. Donc je continuerai à me battre. Il faut savoir que ça existe déjà en Île-de-France et à Toulon. Sauf qu'aujourd'hui, Toulon, le coût de la vie est moins cher qu'en Haute-Savoie. Oui. Donc il faut réactualiser les zones aujourd'hui. Vous êtes d'accord sur cette idée-là? Tout à fait, mais je pense que le coût de la vie dans la circonscription est un problème immense et que pour l'adresser, il ne faut pas se cantonner au niveau de vie des fonctionnaires parce qu'on a énormément de gens qui sont bien en dessous de ce niveau de vie dans la circonscription. Et il faut absolument qu'on adresse les problèmes de logement, entre autres, parce que le foncier est extrêmement cher et les loyers restent extrêmement chers, bien qu'on ait eu une mesure d'encadrement des loyers. Et donc moi, une des premières mesures aussi que je proposerais, c'est qu'on applique dans les villes de la circonscription l'encadrement strict des loyers, comme c'est fait désormais à Paris et qui donne de très bons résultats. Et ça pourrait s'étendre à d'autres villes à travers la nation. Donc je rappelle quand même que le métier d'un député, ça s'exerce à l'échelle de la nation et pas uniquement pour la circonscription. Alors je comprends que vous preniez des exemples locaux pour intéresser les gens qui sont en train de regarder. Non, parce que c'est aussi la mission d'un député. Voilà, tout à fait. Madame, les gens, ils veulent aussi savoir pour qui ils vont voter, quoi. Et il est ancré sur un territoire. On doit représenter l'intérêt général. J'ai l'impression que parfois, vous mettez ça comme étant un peu un ballon de baudruche. Vous avez une députée qui est ici qui vous raconte comment ça se passe? Par exemple, moi je vous propose, il faut augmenter les salaires. Le SMIC en France et les salaires sont devenus, nous sommes devenus un pays de très bas salaires. Donc ce n'est pas uniquement la zone frontalière. Dans toute la France, les salaires ont été tirés vers le bas. Nous proposons une augmentation du SMIC immédiate. Mais regardez la carte, vous êtes quand même de pas n'importe quelle circonscription. Vous pensez bien que vu de Paris, cette circonscription-là, ce sont les nantis qui vivent là. La moyenne des 80% de salariés qui vivent en France, ils ne gagnent autant que les 20% qui travaillent en Suisse. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Écoutez, on ne va pas avoir des débat entre nous, mais vu de Paris, cet endroit-là, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent. Vous répondez quoi à ça? Il y a 20% de gens qui vivent dans cette circonscription qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut savoir que les disparités sont encore très fortes, plus fortes qu'ailleurs. Et qu'il faut au contraire maintenir la cohésion sociale dans cette circonscription. Comment vous faites pour ça? Eh bien, il y a des dispositifs. Alors justement, on a parlé de la prime de vie chère. Il y a le département qui est là. Il faut intervenir aussi pour continuer à faire du logement social. Il y a encore 20 000 places et demandes en attente sur notre département. Mais il faut aussi le faire avec la Suisse parce que dans le cadre du plan directeur cantonal, eh bien, Genève va continuer à faire de l'emploi, mais pas suffisamment de logements. Donc il faut qu'on travaille plus intelligemment avec Genève pour qu'elle fasse davantage de logements. Le logement social, parce qu'il me semble que pendant votre mandature, vous avez voté contre une loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Donc je ne comprends pas trop bien la logique. Le Parti socialiste, je vous laisse répondre, Virginie Demy-Miller. Là, c'était pas forcément, c'était parce que c'était trop contraignant, mais localement, j'ai toujours soutenu toutes les collectivités et les bailleurs sociaux qui ont fait du logement social parce qu'il y a un véritable besoin dans notre département. Et j'ai toujours accompagné les différents projets en matière de logement social. Mais on est d'accord qu'à l'échelle nationale, dans votre mission de député, vous avez voté contre une loi qui aurait permis justement de favoriser le logement social. Alors je ne suis pas sûre que cette loi l'aurait permis. Elle était complexe et elle n'allait pas dans le bon sens pour notre territoire. Et donc vous avez proposé une autre loi qui aurait permis ça, bien sûr. Je n'ai pas fait de proposition de loi sur ce sujet, mais en tout cas, je soutiens le logement social dans notre circonscription. Et à travers les bailleurs sociaux et à travers le conseil départemental de Haute-Savoie, qui est un partenaire incontournable pour créer du logement social. Ne respecte pas les 20%. Laura Devin, on voit bien cette circonscription. Vue de Paris, j'insiste là-dessus. La Haute-Savoie, c'est formidable. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais aussi des gens qui souffrent, qui vivent dans notre région. Mais c'est vrai que parfois, voilà, on nous le dit, vous en Haute-Savoie, qui puisez les frontaliers, avec ce que vous gagnez côté de Genève, vous n'êtes pas la priorité. On l'entend à longueur de temps. Comment vous faites une mesure pour essayer de
d'améliorer cette cohésion sociale entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent beaucoup moins? Alors, sur cet effort, dans le programme, on a identifié la création de 80 000 logements sociaux supplémentaires. Je n'ai pas les mêmes chiffres que j'ai pris sur l'observatoire départemental les 9 000 demandes de logements sociaux qui sont toujours en attente. Donc là, j'entends 20 000, mais je vérifierai par la suite. C'est un peu plus de 19 000, donc précisément. On a une population frontalière qui correspond à 39% des actifs sur notre territoire. Il y a l'autre partie qui souffre énormément aujourd'hui de cette disparité et de ce manque d'équité entre les gens de notre territoire. Donc nous proposons une mesure, s'il vous plaît. La création de 80 000 logements sociaux. Aujourd'hui, la Société nationale d'investissement a créé des nouveaux montages financiers pour permettre sa création. On sent que les collectivités reviennent dans cet engagement et l'État va le proposer. Très bien. Et alors, j'ajouterais juste que le logement intermédiaire est fondamental sur notre circonscription, puisque les logements sociaux, sur les 3 possibilités, n'intègrent pas la population intermédiaire qui n'entre ni dans les critères de logements sociaux, ni dans les critères du parc privé, et ça permettra de remettre de l'énergie dans la création de ces logements intermédiaires. Annie Anselme, on le voit bien aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements pour tous ces frontaliers. Ils ne peuvent pas vivre à Genève vu les tarifs, et en tout cas, c'est très compliqué. En Haute-Savoie, il y a des projets, mais ils ne sont pas suffisants. On fait comment aujourd'hui ? Moi, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, on augmente les salaires. Donc, le gouvernement, il faudrait qu'il prenne la décision d'augmenter le SMIC. Nous, il y a une forte proportion de la population Haute-Savoie qui a des salaires au niveau du SMIC. D'autre part, moi, je pense qu'il faut un renouveau des services publics. Donc, tout ce qui est... Nous proposons, nous, la création d'un service public de la perte d'autonomie. On créerait, attaché à chaque hôpital de circonscription, une équipe mobile de gens attachés à aider les personnes en difficulté ou en perte d'autonomie. Et ainsi, par exemple, si vous dites les salaires, je crois qu'il y a à peu près les 80%, ce sont des femmes qui travaillent dans ces services, et elles touchent en gros, après 15 ans de service, 975 €. Ouais, vous pas imaginez avec ça en Haute-Savoie qui plus est en zone frontalière. Voilà. Alors, deuxième dossier, on avance dans le débat. Faut-il, oui ou non, créer un plan de prévention de l'atmosphère? Il y en a un qui est rentré en vigueur, très clairement dans la vallée de l'Arve. On commence à discuter un peu de cette question-là autour d'Annecy, sur cette air que l'on respire de part et d'autre de la frontière genevoise. Je vous pose la question à vous, Anne Favrel. Êtes-vous pour la création d'un plan de prévention de l'atmosphère? Je suis pour la création d'un plan de prévention à l'échelle nationale. Je pense qu'il est temps qu'on s'en préoccupe de façon très sérieuse. Ici, localement, on a eu des épisodes de plus de 40 jours de suite d'alerte pollution, ce qui est quand même un record. Et de plus, l'OMS a statué que c'était la pollution chronique, l'exposition chronique à la pollution qui était la plus dangereuse, et nous sommes exposés à des niveaux de Ça veut dire pollution aussi des qui sont contraintes cancérogènes. pour la construction de nouvelles maisons, pour les déplacements, pour les feux. Par Absolument. exemple, si vous avez une cheminée, ben voilà, vous allez peut-être plus pouvoir Et faire de quand feu on a dans votre parlé cheminée. mobilité tout à l'heure, c'est très dommage qu'on n'ait pas envisagé aussi le fait que la mobilité est un des facteurs primordiaux dans la création de la pollution, le déplacement en voiture, mais surtout le transit de marchandises, donc le trafic de marchandises. Et une des premières choses sur lesquelles je travaillerai, c'est l'obligation de ferroutage, comme c'est fait en Suisse, pour supprimer tous ces camions qui transitent entre Lyon et Turin et qui polluent allègrement sur le passage sans nous apporter aucun bénéfice. Virginie Duby-Muller, ce plan de prévention de l'atmosphère, il peut être aussi modelé selon les besoins. Est-ce qu'on pourra encore faire un feu de cheminée si on habite à Vétramontou dans une maison particulière? Je crois qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui permettent effectivement de financer ces chauffages au bois qui sont finalement le fameux fonds le Airbois. CO2. Donc ce fonds Airbois, c'est une bonne chose. Et ce problème de l'atmosphère, il faut aussi le gérer d'un point de vue transfrontalier. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent avec Pacter ou le projet GAM qui sont faits avec Genève, parce que bien sûr, cette qualité de l'air, elle traverse la frontière. Donc il faut continuer à travailler avec Genève. Mais, sincèrement, est-ce que ce plan n'est pas à 20 parce que gérer la pollution d'une partie d'une frontière, ça ne sert à rien, quoi. Il faut le faire aussi avec les Suisses. Il faut savoir qu'en 10 ans, les mesures qui ont été prises ont permis quand même de diminuer cette pollution. Donc il faut continuer, il faut faciliter aussi, je dirais, changer les habitudes des personnes. Aujourd'hui, les choses vont dans le bon sens. Cette qualité de l'air, elle est préoccupante parce qu'effectivement, il y a des calculs qui montrent que le CO2, il est important. Il est présent. Et en plus, on a maintenant un nouveau ministre qui est proche de votre mouvement.
Nicolas Hulot. Qui a mentionné directement la pollution. Il a clairement dit qu'il voulait faire de la vallée de l'Arve une véritable priorité. Effet d'annonce ou réalité? Ah non, réalité. Alors je pense qu'en effet, il faut reconnaître le travail des élus qui se sont engagés déjà dans la démarche en soutenant financièrement toutes les rénovations énergétiques. C'est plutôt d'ailleurs des candidats de droite qui nous ont poussé. Exactement, et franchement, c'était un très bon début. Alors, le budget consacré au service public du rail, c'est dommage, parce que pour faire passer plus la de rail, la gestion Kéran des transports dans ça, c'est le contrat de plan État-région. Oui, enfin, la partie régionale, si vous voulez qu'on aille sur les trains, je vous en sors. Les durées de temps et des concessions, ça n'a pas été terrible. La partie qui concerne l'infrastructure, c'est l'État qui prend en charge, donc il faut un contrat de plan. C'est un contrat de plan État-région, mais la région aussi, du temps de Kéran, a beaucoup travaillé sur les Léman Express, mais pas partout. Et il faut savoir que c'est quand même le département de Haute-Savoie qui est premier financeur du CEVA, alors que ce n'était pas sa compétence. À moins qu'il y avait une volonté politique. Et le conseil régional aussi financé. C'est pratique, le cumul des mandats, ça permet de pouvoir parler un peu de tout son exercice. Je reviendrai. Gênant, d'ailleurs. Pour moi, le cumul des mandats est gênant, puisqu'on a moins accès quand même à nos élus, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je pense que le travail d'un député nécessite vraiment de pouvoir approfondir dans son rôle. Et pour moi, le cumul des mandats ne favorise pas le renouvellement des politiciens. Je voudrais juste revenir... Attendez, s'il vous plaît. Non, mais attendez, moi, c'est moi qui vois le temps de parole. Vous répondez, s'il vous plaît. Alors moi, le cumul des mandats, ce que j'en pense, comme j'ai travaillé pendant 15 ans dans une grande entreprise, je m'imagine bien aller voir mon patron et lui dire « Tu sais quoi ? Je vais améliorer mon influence de partout, je vais prendre un deuxième job à 100%, ça va être génial. Est-ce que vous pensez que mon patron m'aurait dit « Oh oui, super, vas-y, fais-le ». Donc moi, n'étant pas dans le monde politique, en voyant ce cumul des mandats, quand j'observe ça, je me dis « Mais comment est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un prenne 2 jobs à 100% et qu'on suppose que cette personne va bien faire ces 2 métiers? C'est pas possible. Oui, mais n'avez pas peur d'être les unes les autres des députés un peu hors sol. Pendant très longtemps, ça marchait comme ça. Les députés maires, ça fonctionnait bien. Depuis très longtemps, on propose un statut de l'élu qui permettrait à des gens qui n'ont pas la possibilité de l'être, qui travaillent dans le privé, des ouvriers, des employés, qui auraient un statut qui permettrait qu'ils regagnent leur travail une fois leur mandat terminé. Ces propositions existent. Comme en Allemagne, de redevenir dans la vie civile une fois que c'est terminé. Je fais partie des 150 députés les plus actifs à l'Assemblée nationale, ce qui montre que cela n'a pas un impact sur mon travail parlementaire, ni même sur mon mandat de conseillère départementale. Et au contraire, il se trouve que cela me permet d'être un interlocuteur crédible. Vous levez les yeux au ciel, Laura, je vous ai vu. Un interlocuteur crédible auprès des autorités suisses et des élus. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va dans le bon sens du territoire et d'intervenir et de porter les dossiers au niveau national. Alors, Anne Favrel, je vous laisse répondre. Anne Favrel, je vous laisse répondre. On fait plusieurs jobs en même temps, on fait chaque job très bien et puis ils s'influencent les deux de façon très positive. Moi, je suis désolée, venant de la société civile, je ne comprends pas cet argument. Si ma coiffeuse me disait demain, tiens, je vais être bouchée en même temps, tu vas voir, ça va être génial, ça va bien influencer les choses. Il y a au contraire une complémentarité entre ces mandats. Voilà, je vous laisse répondre. Laura, mais très rapidement, s'il vous plaît. Laura. Moi, je crois que c'est la logique des carrières politiques qui fait qu'aujourd'hui, on plaçait aussi le maximum ces candidats dans tous les mandats et qu'aujourd'hui, les citoyens nous demandent ce renouvellement. Moi, la question d'être un député hors sol ne se posera pas puisque nos comités citoyens existent, ils sont ouverts à tous et on vous attend nombreux dans le cadre de mon mandat. Vous êtes tous lavé plus blanc que blanc, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Annie Anselme. Oui, moi je pense que le problème, c'est pas tellement c'est la représentation de la population. Il faut vraiment renouveler le fait que à l'Assemblée nationale, vous avez surtout des professions libérales. Ça c'est le vrai problème. Donc, qui peut lâcher son entreprise pendant 5 ans et la retrouver intacte dans 5 ans? Donc, ça c'est le vrai débat. L'essentiel du débat, c'est la représentation de la population et non pas, je pense, à droite comme à gauche, il y a des gens honnêtes. Je suis vraiment contre ces campagnes anti-élus qui se sont développées. Vous êtes en avant, je vous laisse terminer s'il vous plaît votre phrase. Et vous avez maintenant donc les unes les autres quasiment les mêmes temps de parole. Je vais vous demander s'il vous plaît face à votre caméra de nous expliquer pourquoi voter pour vous les 11 et 18 juin si vous habitez, on l'a vu, toutes ces très belles villes d'Annemasse, de Frangy, de Saint-Julien-en-Genevois et de Seyssel, toute la partie ouest de cette Haute-Savoie. C'est vous, le Radevin, sur votre caméra. Vous avez, vous, l'investiture En Marche. Donc pourquoi voter pour vous?
Alors, je suis la candidate de la majorité présidentielle et j'ai participé à l'élaboration de ce programme au sein des comités citoyens. Ce programme est pour moi un atout pour notre territoire, pour libérer l'énergie du travail tout en garantissant des mesures sociales à tous ceux qui s'engagent pour ce développement. Je m'engage en tant que députée, pour ne pas rester hors sol justement, à revenir mensuellement vers ces comités citoyens pour vous présenter les propositions ou projets de loi qui me seront soumis à l'Assemblée nationale. C'est mon engagement. Merci beaucoup. Vous êtes deuxième à vous exprimer ce soir. Anne Favrel, vous êtes candidate pour le Parti socialiste et je vais vous laisser à peu près 30 secondes. Merci. Je voulais dire, comme le candidat que j'ai défendu pendant la présidentielle, Benoît Hamon, que je ne suis pas la femme providentielle. Si je suis élue, je serai une députée d'opposition, je serai vigilante et surtout je m'attacherai à représenter les besoins des citoyens et de porter leur voix à l'Assemblée nationale. Une des premières mesures que je propose, si la réserve parlementaire existe encore, c'est de faire voter la circonscription sur l'utilisation de la réserve parlementaire. Merci beaucoup Annie Anselme, vous êtes candidate pour le Parti communiste français Front de gauche. Vous avez 25 secondes. C'est peu. Eh bien, écoutez, première chose, je voterai contre la loi d'habilitation que M. Macron va nous déposer à l'Assemblée nationale, car j'estime que, alors que vous faites des déclarations sur les comités citoyens, malheureusement, vous allez imposer à l'Assemblée nationale une loi d'habilitation qui va casser ce code du travail. Et donc, c'est une régression sans précédent. C'est votre position. Merci. Qui est contraire aux citoyens. Très bien. Et donc, Virginie Duby-Muller, voilà, vous exprimez donc très rapidement, 20 secondes, s'il vous plaît. Donc certains vendent des slogans, mais avec Jean-Paul Bosland, nous continuerons à servir cette belle circonscription et à mettre en œuvre un projet avec une ligne de conduite claire autour de thématiques que nous continuerons à défendre. Bien sûr, les frontaliers, la sécurité, les transports, les retraités, l'environnement et surtout le plein emploi. J'ai l'expertise de la procédure législative et demain, il faudra des gens opérationnels très vite. Et je travaillerai avec ouverture, comme je l'ai toujours fait, et pragmatisme, et je voterai les textes au cas par cas. Voilà, vous m'excuserez, je vous ai inversé toutes les deux à la fin, mais bon, voilà, vous avez pu... voilà, vous voulez redire un mot comme ça? Excusez-moi, parce qu'il y en a beaucoup, mais un mot. Un mot. Renouveau des services publics, voilà. Augmentation des salaires. Le pays en a besoin. Merci, voilà. Maintenant, vous êtes en avance, vous voyez, on est vraiment... on fait attention pour que tout soit très bien. Vous voulez déjà partir, alors je vais vous dire au revoir, bougez pas. La liste des candidats qui se présentent dans cette circonscription, on la revoit tout de suite. Voilà, si vous voulez voter pour d'autres candidats qui ne sont pas sur ce plateau, vous avez l'ensemble de cette liste. N'hésitez pas à faire votre procuration. Ça me semble un petit peu tard pour le premier tour, mais pourquoi pas d'ailleurs pour le deuxième tour. Vous pouvez encore aller à votre gendarmerie ou votre commissariat pour voter, bien entendu. À très bientôt. Merci. Merci.